Julien Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du nouveau centre de recherche et d'excellence qu'a créé le groupe Ionis sur l'IA dédié à l'enseignement supérieur et à la pédagogie. Alors, expliquez-nous de quel constat le groupe Ionis est parti pour montrer ce centre. Et puis voilà, expliquez-nous un petit peu ce que fait ce centre. Alors, merci pour cette invitation. Donc, effectivement, le groupe Ionis a, depuis un an déjà, travaillé à développer effectivement une nouvelle activité de recherche et développement au sein du groupe, à l'usage de ces 30 écoles, en partant d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, l'IA générative est devenue un outil euh, révolutionnaire au sens de nos usages numériques. Et de ce constat, nous avons effectivement décidé d'interroger comment ces outils vont pouvoir effectivement continuer à être un outil d'innovation pour toutes nos formations du groupe. Alors, je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais vous êtes enseignant-chercheur à l'EPITA, Tout à fait. l'école d'informatique et de numérique du groupe. Alors, aujourd'hui, ce centre, c'est combien de personnes? Aujourd'hui, ce centre, c'est 10 personnes composées d'enseignants-chercheurs en IA, également en sciences de l'éducation, et aujourd'hui de 3 data scientists. À l'horizon de 3 ans, on souhaite monter à une équipe d'une trentaine de personnes qui va être composée en 3 directions de recherche et développement, que sont la fouille de données et l'extraction de connaissances, l'IA générative et aussi les sciences humaines et sociales appliquées à la pédagogie. Alors, j'ai dit que ce centre avait été créé à l'initiative du groupe Ionis, Tout mais à vous fait. avez des partenaires. Alors nous avons aujourd'hui des partenaires académiques déjà, de premier plan, qui sont l'équipe MOCA de l'Université Sorbonne, qui s'intéresse à la question du numérique dans la pédagogie, et l'équipe Talent de l'ERIT, de l'Université de Toulouse, qui également s'intéresse aux questions de modélisation de l'étudiant et outils numériques pour la modélisation de l'étudiant et les parcours étudiants. Alors, on a utilisé le mot recherche, mais fondamentalement, ce centre, il a pour objectif d'améliorer concrètement l'enseignement et la pédagogie. C'est pas de la recherche. Tout à Alors, fait. excusez-moi pour la recherche. Ça doit avoir une application pratique. Tout à fait. Alors effectivement, on a bien ces deux aspects-là qui viennent. On a à la fois une question de recherche, c'était un point très important dans nos objectifs, de s'interroger sur qu'est-ce que veut dire l'IA au service de la pédagogie sur la question de la recherche, l'alignement des modèles, l'analyse, la modélisation de l'étudiant, et aussi la volonté d'avoir des outils impactants, concrets, au service de nos étudiants et de nos enseignants. Et j'ajouterai également, en termes de partenariat, justement, pour la construction de ces modèles et de ces outils, nous sommes en partenariat avec Microsoft et le département monde de Microsoft Éducation qui nous suit sur ces questions. Alors, ce centre a été annoncé récemment, mais ça fait quand même un certain temps que vous travaillez sur ces problématiques. Est-ce qu'il y a déjà des applications concrètes dans des écoles du groupe Ionis, dont on rappelle qu'il y a des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, des écoles de communication, des écoles d'art. Enfin, voilà, c'est vraiment très divers. Tout à fait. Alors, effectivement, je vais déjà commencer par ce que vous disiez en introduction de cette question. Ce centre, il a été développé sur plus d'un an. C'est-à-dire qu'on a très vite compris que le groupe Ionis était unique dans ses capacités, comme vous le disiez, de diversité de formation, mais aussi sa culture de l'innovation qui est présente depuis sa naissance. Et donc, à partir de ça, effectivement, on s'est interrogé sur quelles étaient les formations et les outils sur lesquels on allait pouvoir démarrer ces développements pour ensuite les étendre aux 30 écoles du groupe. Donc concrètement aujourd'hui, on a 2 écoles sur lesquelles le développement a démarré de manière assez intense, c'est-à-dire l'EPITA et l'EPITech, en collaboration avec les directions pédagogiques de chacune de ces écoles. Et concrètement, en termes d'outils, donc au sens des pédagogues déjà, on a des outils d'aide à la production de contenu, d'aide à la production de QCM, également d'aide au design d'assistants pédagogiques, je vais y revenir, pour l'aide notamment à la révision et à la résolution d'exercices. Donc ça, effectivement, c'est un deuxième type d'outils, plutôt à l'usage des étudiants qui sont, attention, encore aujourd'hui, des outils qui sont testés par des dizaines de pédagogues pour ce qui est de l'Epitech et par les équipes pédagogiques de l'EPITA également, sur le fait d'aider les étudiants, notamment dans leur révision, mais aussi dans la résolution d'exercices. Comme vous le savez, l'EPITA et l'EPITech utilisent une pédagogie par projet dans lequel effectivement on a une très grande quantité de mise en situation authentique sur lequel ces outils peuvent être utiles. Alors, ce centre de recherche, il va irriguer une trentaine d'écoles. Ma C'est question, c'est l'objectif.
est-ce que vous sentez, parce que vous êtes aussi enseignant, est-ce que vous sentez une vraie demande chez tous les enseignants de ces écoles, justement, d'avoir ces nouveaux outils et d'acquérir des nouvelles méthodes? Tout à fait. On a une curiosité, je dirais, et une attente de la part de nos collègues qui aujourd'hui sont tout à fait conscients de cet objet, sont également conscients que nos étudiants les utilisent déjà, je dirais, dans leurs versions les plus généralistes que l'on connaît tous. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une véritable volonté de s'interroger sur quelles sont véritablement les potentialités de ces outils, quelles adaptations ces outils doivent, je dirais, euh, avoir pour devenir réellement utiles dans nos formations. Donc oui, on a un véritable engouement de nos enseignants et de nos pédagogues sur ces sujets-là, que ce soit d'ailleurs dans les écoles d'informatique, je dirais, et d'ingénierie, mais également dans les écoles d'art. Je pense également à IARTSUP, pardon, sur lequel on commence également des échanges. Alors, l'IA a un développement qui est presque exponentiel. Comment vous arrivez à suivre? Puisque justement, vous mettez en place des outils, des méthodes qui prennent du temps. Mais finalement, dès que vous les avez mises en place, est-ce qu'elles ne sont pas déjà un peu dépassées? Alors, c'est toujours cette question dans la science. Vous avez les grands mouvements fondamentaux qui sont extrêmement lents, et ensuite, effectivement, vous avez ces phases je dirais, d'expérimentation à cycle plus court, je dirais. Mais vous savez, alors pour ma part, je travaille en intelligence artificielle et en apprentissage profond depuis maintenant une vingtaine d'années. Pour ce qui est des réseaux de neurones tels que vous le connaissez aujourd'hui, les modèles de langue, ça doit faire à peu près 5 6 ans qu'on les a vus vraiment arriver dans le monde de la recherche, si vous voulez. Donc en réalité, vous savez, dans ces situations-là, vous avez, je dirais, deux grandes tendances que vous devez suivre. Vous avez les tendances de fond, et bien sûr, il y en a sur la question de, par exemple, en ce moment, on a la capacité des modèles de langue à savoir raisonner, par exemple, qui est une grande question, notamment pour le soutien dans les matières scientifiques. Et après, effectivement, vous avez tout à fait raison, vous avez des cycles plus courts. Et d'où la nécessité d'avoir un laboratoire avec, je dirais, le staffing dont je vous parlais tout à l'heure à terme, pour justement aussi être capable de suivre ces cycles plus courts. Ouais. Tout à l'heure, en préparant l'émission, parce que l'IA, c'est un sujet que je connais, mais pas évidemment dans les détails, vous avez utilisé le mot transparence, alignement, Tout qui à étaient fait, des mots importants tout à fait, dans le cadre de votre centre. tout à fait, merci de le rappeler. Effectivement, euh, aujourd'hui, je pense que le grand public, les parents sont tout à fait sensibles à quelle est la bonne utilisation qu'on peut avoir de ces outils, quelle confiance on peut y porter. Et aujourd'hui, effectivement, dans cette phase d'engouement, on a besoin de revenir à une forme, je dirais, de sérénité et de science, tout simplement, pour vraiment comprendre de quoi ces outils sont capables, quelles sont leurs limites, et comment, effectivement, malgré ces limites, on arrive à en faire des outils dont on peut avoir réellement confiance. Et ça, c'est aussi pour ça, effectivement, que le centre, dans sa construction, a immédiatement souhaité incorporer les équipes dont, effectivement, l'évaluation pédagogique est la spécialité. Et aussi, je pense à Microsoft, la véritable volonté, c'était de, à terme, construire des modèles, aligner des modèles, c'est-à-dire produire des modèles qui non seulement répondent à votre attente, mais de la manière dont vous le voulez. Parce qu'effectivement, pour donner un exemple simple, si vous posez une question à ChatGPT, si vous lui demandez de vous aider dans un exercice, il risque de vous donner la réponse. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit vraiment capable de suivre l'étudiant. C'est ça qu'on appelle l'alignement. Alors justement, je voudrais revenir sur un aspect concret. Tout à fait. En quoi ce que vous allez mettre en place en ce moment et dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent va rendre les étudiants des différentes écoles du groupe euh, plus aptes à affronter les défis du monde de l'entreprise? Le modèle qu'on développe a toujours été assez connu, c'était d'avoir effectivement un spectre de compétences le plus large possible pour pouvoir effectivement, comme vous le dites, affronter le marché du travail et aussi une véritable profondeur de compréhension dans chacune de ces disciplines que les différentes formations proposent à leurs étudiants. Le modèle par projet, par exemple, a été une manière de permettre ça. Néanmoins, pour effectivement encore mieux préparer nos étudiants, un des mots-clés sur lesquels nous basons beaucoup notre analyse, c'est la personnalisation. Tous nos étudiants sont différents. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la philosophie des écoles et du groupe, c'est que tous nos étudiants sont des individus. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, et l'utilisation qu'on a de l'IA aujourd'hui, c'est la volonté d'arriver à hyper personnaliser nos formations pour mieux les armer dans leurs identités aux futurs défis qu'ils vont affronter. Alors, si on se revoit dans 2 ans et que vous m'expliquez ce que vous avez entre Avec guillemets plaisir. produit, est-ce que il y aura des choses auxquelles vous ne pensez pas maintenant? Certainement. Encore une fois,
La science, par définition, c'est le doute et le scepticisme. Donc, même moi, encore une fois, travaillant depuis quand même un certain temps dans le domaine, encore aujourd'hui, je suis surpris. Euh, je n'aurais pas pensé, il y a encore peut-être 5-6 ans, que nous serions ici aujourd'hui avec ces outils à s'interroger sur ces questions. Donc, euh, il faut effectivement se garder une place pour la curiosité et pour l'ouverture. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'on a vraiment aujourd'hui la capacité de produire des outils fonctionnels, utiles et qui apportent une vraie valeur pour nos étudiants dans leur expérience d'éducation. Et après, ma foi, bah, on se verra dans 2 ans, j'ai envie de vous dire. Ah oui, Julien Pérez, merci pour cet échange et Merci rendez-vous à dans vous. 2 ans. Au revoir.